On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known surprise attacks, but never before on thousands of civilians. All of this was brought upon us in a single day, and night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Ce message au Congrès américain est un message au monde. Il fait de chaque islamiste radical un ennemi potentiel. Les guerres d'Irak et d'Afghanistan sont déjà contenues dans ce discours. Mais le vrai champ de bataille s'étend au monde entier, jusque dans chaque ville où peut se cacher un ennemi de l'Occident. À Milan, un de ces ennemis potentiels pourrait être Abu Omar, un Égyptien arrivé en Italie via les Balkans, sans raison précise, en 2001. C'est un imam radical, dont les prêches du vendredi enflamment les esprits dans l'immédiat post-11 septembre. La Digos, la division de la police italienne en charge de l'antiterrorisme, le suspecte de recruter des djihadistes. Début 2002, elle le met sur écoute et ses soupçons se confirment. Il parle d'argent, beaucoup, qui sert à envoyer des recrues dans les camps d'entraînement en Afghanistan. Chaque jour, Abu Omar arpente cette rue de Milan. La police italienne le suit et filme ses rencontres. Chaque jour, elle le file dès qu'il sort de chez lui, le long de la rue Guerzoni, jusqu'à la très fréquentée via les Jenner, où se trouve la mosquée. Le 11 septembre 2001, j'étais dans mon bureau au parquet de Milan. J'ai pu voir à la télé le crash des avions dans les tours jumelles. Je n'ai pas compris immédiatement que l'histoire était en train de changer. En fait, j'étais le seul magistrat à m'occuper d'enquêtes concernant des groupes islamistes en Europe. Milan était, comme d'ailleurs Hambourg, Bruxelles, Paris et Londres, une plaque tournante des activités d'Al-Qaïda en Europe. À cette époque, je venais à peine d'être nommé procureur adjoint. J'étais le magistrat qui coordonnait les enquêtes et les opérations du pool antiterroriste. Abu Omar se distinguait plus par l'agressivité de son discours que par son activisme, qui était le même que celui des autres membres du réseau. C'était un personnage important, mais il n'était pas considéré comme un élément essentiel de l'enquête. Le 17 février 2003, Abu Omar disparaît dans la rue Guerzoni, celle-là même dans laquelle la Digos l'a photographié à plusieurs reprises. Il semble s'être évanoui dans le néant. Parce que nous étions effectivement sur le point de l'arrêter. La police avait placé son téléphone sur écoute et elle s'est aperçue de sa disparition avant même que sa femme ne vienne la déclarer officiellement 2 jours plus tard. Dans le quartier de l'avenue Jenner, les gens commençaient à s'inquiéter de la disparition d'Abu Omar. Et cette disparition ne ressemblait en rien à une fugue. Nous craignions, avec mes collaborateurs, qu'on l'ait enlevé pour le tuer. Il y a une femme, un témoin oculaire qui a vu Abu Omar près d'un fourgon blanc rue Guerzoni.
Elle l'a vu alors qu'il tendait son passeport à quelqu'un qu'elle pense être un policier en civil. Elle témoigne, et puis plus rien d'autre. La peur est partout à cette époque. La femme est une musulmane, comme Abou Omar. Elle sait qu'elle est considérée elle aussi comme une ennemie potentielle. Dès la première phase de l'enquête, nous avons eu la certitude qu'il avait été enlevé et bien sûr nous nous sommes tout de suite posé la question de savoir qui pouvait y trouver un intérêt. La police avait interrogé une femme égyptienne qui avait vu, juste avant l'enlèvement, un des kidnappeurs en train de téléphoner. Les policiers ont alors demandé à D'Ambroso la possibilité d'obtenir un relevé des échanges téléphoniques dans cette zone à cette heure-ci, pour pouvoir ainsi éventuellement remonter à la personne qui téléphonait. C'est la CIA qui a fourni à la Digos le logiciel qui va servir à déchiffrer les données téléphoniques recueillies rue Guerzoni. Une erreur dans la demande des magistrats conduit à analyser les communications d'un autre jour que celui de la disparition d'Abou Omar. Quand finalement l'erreur est corrigée, 1 an s'est passé. En 2004, le procureur Spataro et la Digos peuvent reconstituer ce qui s'est passé le 17 février 2003, rue Guerzoni. Ce jour-là, 10 000 téléphones portables sont allumés dans la zone étudiée. Parmi eux, une vingtaine, à distance rapprochée les uns des autres, communiquent entre eux. Des conversations brèves et répétées. Puis ils se déplacent, ensemble. Les uns à la suite des autres, ils passent le péage en direction de Venise. Ils continuent ensuite leur trajet jusqu'à la base d'Aviano. De là, quelqu'un appelle un numéro allemand, à Ramstein. Le même téléphone appelle l'anglais, en Virginie. Aviano et Ramstein sont des bases aériennes américaines. L'anglais, en Virginie, est le siège de la CIA. En résumé, comme le téléphone X était actif dans ce périmètre ce jour-là, j'ai pris les mesures nécessaires pour mettre sur écoute tous les appels entrants et sortants de ce même téléphone. Et on a fait ça pour tous les téléphones suspectés. Pendant la nuit, ces téléphones sont restés éteints. Alors, la police a commencé à enquêter dans tous les hôtels du coin. Des réservations avaient été faites avec ces mêmes portables, qui avaient aussi servi à réserver des billets d'avion. Nous avons donc pu identifier les titulaires de ces téléphones et prouver l'utilisation de cartes de crédit. Très vite, en enquêtant sur ces numéros, nous avons acquis la certitude qu'ils avaient communiqué entre eux de façon brève et rapide, et ce, dans un laps de temps très court dans ce périmètre. Mais aussi qu'ils avaient téléphoné au chef de la CIA à Milan. Les hommes de la Digos, en collaboration avec le procureur Armando Spataro, découvrent ainsi les identités, vraies ou présumées, de 19 citoyens américains. 19 citoyens américains, présents rue Guerzoni, la dernière fois qu'Abou Omar y a été vu, et qui ont voyagé jusqu'à Aviano puis Ramstein. Mais où est Abou Omar? Avril 2004, plus d'1 an après l'enlèvement. La femme d'Abou Omar reçoit un appel. Elle est sous écoute. C'est la voix d'Abou Omar. Cela fait 14 mois qu'on ne sait plus rien de lui. Abou Omar raconte à sa femme ce qui lui est arrivé. Il confirme tout ce qu'ont découvert les magistrats milanais. Il a été immobilisé, mis dans un fourgon rue Guerzoni, dans lequel il a voyagé 5 heures, puis mis dans un premier avion, durée de vol 2 heures, puis encore un avion jusqu'au Caire où il a été emprisonné et torturé. Abou Omar ajoute que la police secrète égyptienne lui a interdit d'en parler à qui que ce soit, sinon elle le reprendrait. Cette conversation n'est pas écoutée seulement par les Italiens. Au consulat américain, on s'inquiète. L'étau se resserre autour de Robert Seldon Lady. C'est le responsable de la CIA à Milan. Il collabore depuis des années avec la Digos de Milan sur la question du terrorisme. Il a acheté une maison près de Milan, dans la belle campagne italienne. Dans le cadre de l'enquête, le procureur Spataro
ordonne une perquisition dans sa maison de campagne. Dans son ordinateur, une carte pour aller de Milan à Aviano, un billet Milan-Zurich-Le Caire. Et puis une photo, celle d'Abou Omar, prise pendant sa filature rue Gerzoni. 2005, 2 ans se sont écoulés depuis son enlèvement et Abou Omar a de nouveau disparu dans les prisons de Moubarak. Les 19 agents de la CIA identifiés par le parquet de Milan et faisant l'objet d'une investigation ont pu rentrer tranquillement chez eux, dans les quartiers cossus des environs de Washington, au-delà du fleuve Potomac. Matthew Cole, un journaliste américain, réussit à rencontrer certains d'entre eux. À partir de leurs témoignages, il peut reconstituer le déroulement de l'opération telle qu'elle a été montée par la CIA. C'est la version de l'intérieur. C'était comme au cinéma, comme dans un film hollywoodien. Ils avaient des équipes de surveillance, des gens qui se faisaient passer pour des couples assis sur des bancs ou dans un café. Ils avaient des talkie-walkie et ils communiquaient pour suivre Abou Omar pendant son trajet entre sa maison et l'endroit où ils allaient l'intercepter. Tout était bien ficelé. Un policier italien attire son attention et lui fait traverser la rue. Puis il change de véhicule et de chauffeur pour le conduire 5 heures durant jusqu'à Aviano. Là, il l'attache sur une civière pour finalement le transporter jusqu'au Caire. En suivant les traces d'un présumé terroriste, les procureurs de Milan, Stefano D'Ambroso d'abord, puis Armando Spataro ensuite, ont rencontré des agents américains et découvert l'existence de vols spéciaux et de pratiques inavouables. Ils ont les preuves, les noms, les lieux. Voici le néant dans lequel Abou Omar a été entraîné. Voici un nouveau champ de bataille, une rue de Milan. Voici un nouveau mot, Extraordinary Rendition, reddition extraordinaire. Le président Clinton nous avait demandé de démanteler les cellules d'Al-Qaïda à travers le monde de toutes les manières possibles. Nous avons donc conçu un programme que les avocats ont appelé Rendition. Son but était de capturer les personnes impliquées dans la préparation d'attaques terroristes contre les États-Unis et leurs alliés. Entre 1995 et 2001, on n'avait que le programme Rendition pour lutter activement contre le terrorisme. Quand M. Bush a été confronté à la guerre qui a suivi le 11 septembre, le programme Rendition était le meilleur outil. Au départ, nous avions conçu un programme pour capturer seulement les chefs, mais sous M. Bush, ils se sont mis à attraper aussi les responsables d'un niveau inférieur. À cette époque, le Conseil de l'Europe charge l'un de ses membres, l'ancien juge suisse Dick Marty, d'enquêter sur les vols spéciaux montés par la CIA en Europe. Il découvre que des services de sécurité de pays européens ont collaboré à ces redditions extraordinaires. En effet, et cette partie est officielle. Au début du mois d'octobre 2001, une réunion extraordinaire de l'OTAN s'est tenue à Bruxelles. Les États-Unis ont alors invoqué l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui prévoit qu'en cas d'agression militaire de l'un de ses membres, les autres membres sont tenus de lui prêter assistance. Dans une seconde réunion, cette fois secrète, les États-Unis ont présenté leur plan contre l'ennemi, contre Al-Qaïda. Il a alors été décidé, imposé je dirais même, que les opérations seraient dirigées par la CIA et que les autres membres de l'Alliance assureraient l'immunité à leurs auteurs. S'il y avait eu un soutien direct des États membres, ça aurait été les services secrets militaires de ces États qui seraient intervenus. Et cette opération était classée top secret, au plus haut niveau prévu par les statuts de l'OTAN.
La CIA est avant tout l'instrument du président des États-Unis. Je n'ai jamais rien fait sans l'aval de M. Clinton ou de M. Bush. Et peu importe le président au pouvoir, Bush père, M. Reagan, Jimmy Carter, les opérations de la CIA sont les opérations du président. Le gouvernement du pays concerné, en tant que tel, n'était pas informé. Mais le chef de l'État, ou le chef du gouvernement, ou bien encore le ministre de la Défense, devait être au courant. Nous sommes en guerre, disait-il. Et ils ont inventé le concept d'ennemi combattant. Ils prévoyaient ces arrestations sans contrôle judiciaire, des détentions pendant des années sans contrôle judiciaire, mais aussi l'usage de techniques poussées d'interrogatoire. 12 euphémismes pour parler de torture, et notamment du waterboarding. L'administration Bush soutenait au contraire qu'il n'y avait torture que quand la victime avait des dommages physiques irréversibles. Le rapport cite 14 pays impliqués directement dans les vols secrets de la CIA. 7 de ces pays, l'Italie, la Suède, la Bosnie-Herzégovine, le Royaume-Uni, la Macédoine, l'Allemagne et la Turquie, sont accusés d'avoir violé les droits de l'homme. 7 autres sont cités pour collusion: Pologne, Roumanie, Espagne, Chypre, Irlande, Portugal et Grèce. Une mission clandestine dans un pays allié, c'est tout simplement quelque chose qui ne se fait pas. Avec la guerre froide, et d'après les accords entre les membres de l'OTAN, on ne doit pas mener d'opération unilatérale dans un autre pays de l'OTAN. Si le patron de la CIA était allé voir M. Bush, par exemple, pour lui dire « Nous voulons capturer en Italie Abu Omar, cet Égyptien de faible importance dans le réseau, sans que les Italiens le sachent », il l'aurait jeté dehors. Parce qu'à ce moment précis, il avait tout intérêt à garder un maximum de pays européens de notre côté dans la crise irakienne. Et une opération unilatérale en Italie, si elle avait été découverte, aurait eu de terribles conséquences pour les relations italo-américaines. Les services secrets italiens sont-ils impliqués dans l'enlèvement d'Abu Omar ? En Italie, au sein des services secrets, c'est le SISMI qui est en charge des affaires du terrorisme. C'est le service de renseignement extérieur de l'armée italienne. À sa tête, le général Pollari. Le chef des opérations, c'est le général Gustavo Piñero. À Milan, le chef d'antenne, c'est Marco Mancini. Il est connu du grand public pour avoir ramené en Italie la journaliste Giuliana Sgrena, enlevée par des fidèles de Saddam durant la guerre d'Irak. Aucun agent du SISMI n'est encore mentionné dans l'enquête, mais il y a un Italien parmi les 19 agents présents rue Guerzoni, c'est le maréchal des carabiniers Luciano Pironi, convoqué par le procureur Spataro début 2006. Oui, bien sûr que Pironi nous a parlé de ce fonctionnaire américain de la CIA, Bob Lady, qu'il avait enrôlé pour l'aider dans cette opération. Ça confirmait donc les éléments à charge que nous avions contre Bob Lady. Il faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt émis un an plus tôt, juste avant l'été 2005. Ce ne fut donc pas un élément déclencheur, mais une confirmation. Puis il nous a donné d'autres pistes d'investigation qui nous ont menés tout droit à la responsabilité du SISMI. Le général Piñero avait demandé à être entendu et je me suis chargé de l'interrogatoire. Je suis allé à Rome parce qu'il ne se sentait pas très bien. Pendant notre entretien, il m'a dit que les Américains avaient pour Abu Omar un intérêt légitime. Marco Mancini, le responsable du SISMI à Milan, s'inquiète de cet entretien entre son chef et le procureur de Milan. Il demande à rencontrer son supérieur pour en savoir plus. Mancini est sous filature des policiers de la Digos, sur ordre du procureur Spataro. Ce jour-là, avec un micro caché sur lui, Mancini enregistre sa conversation avec le général Piñero. Fine 2002. Sì. Questo temporalmente, fine 2002.
Io mi incontro frequentemente con Castelli, perché è una cosa ordinaria. Piñero et Mancini se sont-ils concertés pour monter ce rendez-vous? Le général Piñero sait-il qu'il est enregistré? Dans ce jeu où tout le monde écoute tout le monde, chacun réinvente son rôle. Chacun tisse de nouveaux fils qui conduisent à de nouveaux protagonistes, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Mi dice che la CIA ha intenzione di mettere in atto il progetto pubblico americano di ricerca, localizzazione e cattura di personaggi che loro ritenevano dovunque presenti nel mondo, anche in Europa e in Italia, coinvolti o nell'attacco alle due torri o con le attività di Al-Qaeda. Abu Omar era un nome in mezzo agli altri. Dans le cours de la conversation, Mancini cite un nouveau nom, Jeffrey Castelli, le chef de la CIA en Italie, basé à Rome, supérieur hiérarchique direct de Seldon Lady. Jusqu'ici, personne ne l'avait mis en cause. Son nom s'ajoute à une liste de plus en plus longue de noms américains et italiens. Le persone, quelle che vedete che doveva portare via, era data il Castelli o il direttore? Il direttore. Il direttore mi ha dato la busta, Marco. Mi ha dato la busta. Ne convieni che era inteso che era una cosa illegale? Su questo non ci piove, Marco. Se tu dici il direttore mi ha dato la lista con quelli da portare via, che è andata è chiusa. E crolla tutto. Crolla tutto, Marco, perché lui ha sempre detto che lui non ha mai sentito parlare. Falso però. Falso come non lo so come un palestinese. Tuttavia, che cosa era successo? En somme, que s'est-il passé? Monsieur Mancini a été arrêté pour complicité d'enlèvement. 2 jours plus tard, le 7 juillet, il me semble, il y a eu un interrogatoire devant le juge d'instruction. Et nous avons pu présenter l'enregistrement de la conversation qui s'est tenue entre monsieur Mancini et le général Piñero, le 2 juin 2006. Et je me souviens encore aujourd'hui que nous l'avons écouté tous ensemble. Le juge d'instruction, les procureurs qui avaient instruit l'enquête, messieurs Spataro et Pomarici, et nous, les avocats de la défense, mon collègue Luca Lauri et moi, nous avons tous, y compris M. Mancini, écouté l'enregistrement. Et de là, nous avons tous compris que M. Mancini n'avait collaboré à aucun enlèvement. Si bien qu'à la fin de l'enregistrement, je me rappelle parfaitement que nous nous sommes levés et que nous avons dit au juge « À la lumière de ce que vous avez entendu, vous ne pouvez rien. Monsieur Mancini ne peut en aucun cas rester 1 minute de plus en prison. Il doit être remis en liberté immédiatement. » E se crolla lui che non sa niente, crolla anche il rapporto con l'autorità politica, crolla il rapporto con gli americani, succede un bordello. L'enregistrement de Mancini ressemble à un piège, un fil tendu qui mène de la rue Gerzoni jusqu'aux palais gouvernementaux, à Rome et à Washington. Si les agents des services secrets italiens tombent, ils pourraient entraîner les plus hautes autorités du pays. À l'été 2006, un gouvernement de gauche se substitue à un gouvernement de droite. Romano Prodi succède à Silvio Berlusconi. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Massimo D'Alema, se rend aux États-Unis et rencontre Condoleezza Rice. L'ambassadeur américain en Italie, Ronald Spoli, raconte dans une correspondance diplomatique publiée par Wikileaks les coulisses de l'entretien entre les deux ministres. D'Alema aurait demandé à la secrétaire d'État de lui écrire un courrier à propos de l'affaire Abu Omar. Les États-Unis déclareraient officiellement qu'ils n'extraderont pas les agents américains impliqués. Pour D'Alema, ce courrier pourrait lui permettre de ne pas donner suite aux demandes d'extradition des magistrats et ainsi gêner la tenue du procès. Mais la lettre n'est jamais arrivée sur le bureau de D'Alema. Février 2007, s'ouvre à Milan le procès des agents de la CIA et du SISMI mis en cause dans le kidnapping d'Abu Omar. La veille, Francesco Rutelli, vice-premier ministre, monte à la tribune du Parlement.
il annonce que son gouvernement va saisir le Conseil constitutionnel pour décider si le procureur de Milan a outrepassé ses pouvoirs. Techniquement, cela s'appelle un conflit d'attribution entre les pouvoirs judiciaires et exécutifs de l'État. Mais dans les faits, c'est une bataille entre le gouvernement, les services secrets d'un côté et Spataro de l'autre. Ce même jour, en Égypte, Abu Omar est libéré. Le lendemain, le procès s'ouvre alors même que la décision du gouvernement Prodi peut conduire à son annulation. Le juge doit statuer. Faut-il attendre le jugement de la Cour constitutionnelle ou bien procéder aux poursuites? Mancini Marco, De Sousa Sabrina, Ursilis George, Mangi l'avvocato Barrazza presente. Delle parti civili Nas, Osama Mostafa Hassan, detto Abu Omar, non è presente, difeso dall'avvocato Carmelo Scambia, presente. Gali Nabila non è presente, l'avvocato Antonio Nebuloni è presente. Grazie. Parliamo del divieto di coprire col segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Ricordo infatti che dice la norma non possono essere oggetto del segreto, tra cui il segreto di Stato, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Queste gravissime violazioni della libertà personale, e anche con specifico riferimento alla tortura, sono espressamente vietate dall'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dagli articoli 1 e seguenti della Dichiarazione sulla protezione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Nessuno Stato espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Secondo l'accusa, qui lo Stato non ha estradato, ha collaborato a un sequestro. L'imputato non può opporre il segreto di Stato a giustificazione dell'impossibilità di difendersi. Può non rispondere, ma non può dire non posso rispondere perché c'è il segreto di Stato. Ma visto che l'ha fatto, si impone che il giudice intervenga e qualifichi, ai sensi dell'articolo 204, il reato come eversivo dell'ordinamento costituzionale, e questa è la prima istanza. Ma io credo che sia una situazione che oggettivamente interessa la politica. Oggettivamente interessa la politica perché l'autorità di governo che ha posto il segreto di Stato è a conoscenza dell'esistenza di ben 80 documenti coperti da segreto che discolpano il generale Pollari e ne attestano l'assoluta estraneità dal sequestro di Abu Omar. Per questo che noi chiediamo quantomeno di sentire il Presidente Prodi, il Presidente Berlusconi, i quali a conoscenza di questi documenti potranno confermare l'assunto del generale Pollari. Cioè lei dice che Sismi non era al corrente del sequestro di Abu Omar? Assolutamente no. Come spiegate voi le dichiarazioni del generale Piniero? Le dichiarazioni del generale Piniero sono delle dichiarazioni estremamente confuse. Il generale Piniero non ha mai detto che Pollari gli dette un elenco di presunti terroristi allo scopo di consentire un sequestro di persona. Questo non l'ha mai affermato. Allora, ci eravamo lasciati con una riserva, quindi c'è la lettura dell'ordinanza. Il giudice monocratico ritiene doveroso, sussistendo i presupposti normativi e fattuali, accedere alla richiesta di sospensione del presente giudizio formulato dalla difesa Pollari e dai difensori degli altri imputati, ritenendo che al momento non sia opportuno dare inizio all'istruttoria dibattimentale in un procedimento la cui permanenza e legittimità procedurale. Au début, il me semblait impossible qu'il puisse s'agir d'un secret d'État. Nous avions entendu des témoins et des enquêteurs du SISMI. Ils nous avaient répondu et jamais le secret d'État ne nous avait été opposé. On avait aussi dans le dossier des lettres de Pollari, des lettres qui nous remerciaient d'avoir fait preuve de discrétion dans cette enquête sensible. Dans cette affaire, le secret d'État ne protège pas les intérêts légitimes de l'État.
Il sert à couvrir des actes criminels commis par des fonctionnaires d'État en service commandé. Si les accusés avaient opposé le secret d'État et que le président du Conseil l'avait confirmé, le procès s'arrêtait là. On aurait alors dû prononcer la suspension définitive de la procédure pour cause de raison d'État. Le Parlement européen a publié un rapport sur les redditions extraordinaires qui porte le nom d'un eurodéputé italien, Claudio Fava, fils d'un journaliste, Giuseppe Fava, assassiné par la mafia en 1984. Avec les autres auteurs du rapport, il est invité à témoigner devant une commission du Congrès américain chargée d'évaluer le respect des droits de l'homme dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Cette commission est présidée par le sénateur démocrate Bill Delahunt. C'est un opposant à la guerre en Irak. À ses côtés, un républicain, Dana Rohrabacher, un partisan convaincu de la War on Terror. Parmi les experts auditionnés, Michael Shire. Our rendition program has taken dangerous terrorists off the street and prevented them from accomplishing their mission of murdering our people, meaning the people in the Western democracies, by the tens of thousands. The report rejoices that an Italian prosecutor has charged 26 Americans, including CIA agents, with kidnapping. This type of anti-American vitriol should not have the support of patriotic Americans. When people are who are defending us, they put their lives in jeopardy. But then to put them in jeopardy of being paraded through a foreign court and tossed in jail for doing what our government has asked them to do, and what our government asked them to do in cooperation with those very same European governments, this is a travesty. We should be supporting these people rather than trying to make their job more difficult. Well, I hope the EU is using the same energy to track down terrorists that they now are using to track down CIA flights. But let's never forget, we are allies who share common values of freedom, democracy, and the rule of law. In promoting these values elsewhere in the world, we must ensure the maintenance of those values in our own countries. Would it have been a good thing to take Adolf Eichmann before he organized the last year of the Holocaust, grab him and put him in a secret cell and torture him for information? Would that have been a good thing if it saved 1 million people out of the Holocaust? The answer is yes. I'm not absolutely sure that the Eichmann example is the best one for justifying what has happened in terms of the whole range of activities that were engaged in this CIA renditions program. Se posso aggiungere una cosa, io comprendo la necessità di rivedere il diritto internazionale e probabilmente anche i diritti nazionali, prevedendo figure di reato che fino adesso non sono esistite, come quella del combattente nemico. Ma il problema è che fino adesso non è stato rivisto il diritto internazionale, è stato archiviato. Ed è questo che ha determinato l'inutilità e la dannosità delle straordinary renditions. Dr. Shoya, when you seized individuals in Europe or elsewhere outside of Afghanistan or Iraq and either held them or transferred them to another country, did you understand that there was legal authority permitting such seizures or captures? I didn't get paid to make legal decisions. I got paid to protect Americans, and as long as the lawyers signed off, it got done. And I have to say again, no rendered al-Qaeda leader has ever been kidnapped by the United States. They have always first been either arrested or seized by a local security or intelligence service. So we have a situation where you accuse the Swedes of lying and the Italians lying. Absolutely, sir. Okay. What about those that clearly, eventually, were determined to be innocent? Mistakes are made, sir. And if you can prove that there was not due diligence in designing the target package or just a mistake. Yes, sir. They're not Americans. I really don't care. And if they're not Americans, you don't care? No one really cares what happens to these people.
You don't care if these terrorists rot in prison. You don't care. I don't, sir, no. Thank you. I don't either. We are at war, and we've got to make sure that we do not let go 50 terrorists who will go out and plant a bomb in London and kill 20,000 people in order to protect that one person who we arrested accidentally because his name was the same. That's the type of unfortunate consequence. Well, I hope it's your families. I hope it's your families that suffer the consequences. Signor Presidente, se permette una considerazione del tutto personale, che mi è venuta in mente quando lei ha ricordato che sono siciliano, ancor prima che italiano. L'aeroporto di Palermo è intitolato a Falcone e a Borsellino. In Sicilia, nella guerra contro il terrorismo mafioso, sono morte più di 3.000 persone. E si trattava di terrorismo, non soltanto di criminalità organizzata. E considero importante che il mio Paese abbia saputo combattere la mafia utilizzando tutti gli strumenti del diritto. È stato un modo per distinguere noi da coloro che abbiamo combattuto in questi anni. Thank you, Mr. President. Pour eux, chaque endroit faisait partie du champ de bataille. Dès lors que l'on pouvait s'y cacher, n'importe quel lieu était un champ de bataille, une zone de guerre. D'une rue paisible du nord de Milan aux grottes de Tora Bora, si quelqu'un affilié à Al-Qaïda faisait passer des messages secrets ou travaillait à la préparation d'un attentat de quelque façon que ce soit, pour eux, ça devenait un champ de bataille. Bob Levy a été recruté pour cette opération car il ne pouvait rien faire sans lui. Il ne pensait pas qu'Abu Omar devait être kidnappé. Et c'était d'autant moins approprié pour lui que la police italienne le suivait. À l'époque, le chef de la CIA à Rome, c'était Jeffrey Castelli. Il ne savait pas vraiment qui était Abu Omar. Tout ce qu'il voulait, c'était une proie. Pendant un an et demi, il a tout mis en œuvre pour trouver quelqu'un à enlever. Notre première rencontre remonte à 2006. À l'époque, Bob Lady habitait en Floride. J'ai frappé à sa porte et je lui ai dit que je voulais lui parler, que je voulais raconter son histoire. Il avait vraiment été jeté au lion et j'étais prêt à écouter sa version de l'histoire. Quand nous nous sommes rencontrés, il était encore en fuite. Spataro avait confisqué ses biens et sa maison, et pourtant il remboursait encore son emprunt pour cette maison. Il ne savait pas comment ça finirait, et il ne pouvait pas aller contre la décision du juge. Il était alors sans emploi, il vivait aux États-Unis et avait beaucoup de difficultés pour couvrir les mensualités de sa maison. Pour lui, s'il n'y avait pas de suite, il pourrait retourner y vivre. Il avait le sentiment que l'agence ne le soutenait pas. Les agents de la CIA se disent « Si nous prenons des risques pour notre gouvernement doit nous couvrir et nous aider quand les choses tournent mal. » Ils attendent ce genre de comportement de l'agence. Quatre ans se sont écoulés depuis l'enlèvement d'Abu Omar. Ce kidnapping, mettant en scène des agents secrets en mission pour le compte de pouvoir rester dans l'ombre, s'est avéré un épisode parmi d'autres dans une guerre qui commence à montrer son véritable visage. D'autres victimes apparaissent, d'autres champs de bataille. Les images d'Abu Ghraib racontent ce qu'a vécu Abu Omar. Ce sont des actes d'une extrême gravité qui se jugent à Milan. Nous sommes en 2008. L'avis de la Cour constitutionnelle n'est toujours pas connu, mais Spataro obtient que le procès reprenne. Io credo che il governo abbia agito non per paralizzare la giustizia, non per tutelare posizioni personali, per tutelare un istituto, l'istituto del segreto di Stato.
Istituto del segreto di Stato che è posto a salvaguardia del bene e della sicurezza nazionale. Il generale Pollari, se ha simulato questo intervento, non lo so, ma se lo ha fatto, e mi attengo a quanto ha detto il pubblico ministero, ha agito in quanto uomo delle istituzioni. Anche lui, per tutelare il bene segreto in quanto funzionale alla salvaguardia della sicurezza nazionale. Bene che la Corte Costituzionale con più pronunce ha dichiarato essere bene supremo nel nostro ordinamento. Ritenere di scarsa importanza la sollecita celebrazione di un processo penale come quello di Milano relativo al rapimento di Abu Omar non costituisce certo una manifestazione di leale collaborazione del Presidente del Consiglio con l'autorità giudiziaria. Basti pensare al fatto che la celebrazione del dibattimento si allontana sempre più temporalmente dal fatto. Siamo a 5 anni dal fatto. Siamo a 5 anni e un anno l'abbiamo perso per una precisa strategia del governo. Il governo ritiene che i pubblici ministeri abbiano violato il segreto di Stato. Hanno violato il segreto di Stato. Allora, Pollari Nicolò. Lei sa bene che le accuse che la riguardano consistono nell'aver indicato al generale Piñero la necessità di raccolta di informazioni di Abu Omar in vista del suo sequestro. Si dichiara innocente o responsabile rispetto alle accuse contestate? Signor Giudice, mi preme ribadire che l'accusa che mi viene mossa è infondata e che né il SISMI da me diretto né la mia persona hanno mai avuto alcun elemento di conoscenza del fatto oggetto del presente procedimento penale, né mai hanno fornito alcun contributo morale o materiale al reato che mi è stato contestato. La domanda è: lei ha mai dato una lista di nomi a Piñero, il primo dei quali era quello di Abu Omar? Purtroppo non posso rispondere come intenderei rispondere perché ho avuto l'ordine di rispettare questo segreto di Stato che oppongo e starò zitto perché io rispetto il segreto di Stato, intendo rispettarlo e non voglio violare leggi, non le ho violate prima e non le voglio violare adesso, dal mio punto di vista, pur rispettando le opinioni di tutti. Oppongo il segreto di Stato comunque su ogni altro aspetto di questa vicenda perché io a questo punto dovrei... A te le persone, quelle che vedete che doveva portare via, era data il Castelli o il direttore? Il direttore. Il direttore mi ha dato la busta a Marco. L'enregistrement de la conversation entre Mancini et Piñero contredit ce que déclare au procès leur chef, le général Pollari. Mais le secret d'État va étendre son voile sur le jugement des actions des agents du SISMI. Le piège tendu par l'enregistrement de Mancini va bientôt se refermer sur l'enquête du procureur Spataro. Allora, in nome del popolo italiano, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, il giudice monocratico dichiara Adler Monica Courtney, Ashley Gregory, Carrera Lorenzo Gabriel, Channing Duke Carlyle, Taffin John Kevin, Harbaugh Raymond, Harty Ben Amar, Lady Robert Seldon, Logan Cynthia Dame, George, Rueda Pilar, Joseph, Vasiliu Michalis, Castaldo Eliana, Castellano Victor, Carley John Thomas, Kirkland James Robert, Jenkins N. Lydia, Bagnez Brenda Liliana, Vincent, Arbison James Romano Thomas, Joseph Terzo, De Sousa Sabrina. Condanna tutti i predetti imputati all'esclusione di Lady Robert Seldon alla pena di anni 5 di reclusione ciascuno. Lady Robert Seldon alla pena di anni 8 di reclusione. Dichiara: non dovessi procedere nei confronti di Pollari Nicolò, Mancini per esistenza del segreto di Stato, opposto dalla Presidenza del Consiglio. Dichiara: non dovessi procedere nei confronti di Castelli Jeffrey al motivo dell'immunità diplomatica dagli stessi goduta. Le procès arrive à sa fin. 26 condamnations prononcées contre les agents américains, aucune qui soit immédiatement applicable. Le non-lieu pour les agents du SISMI, laissant en suspens leur culpabilité comme leur innocence.
Parce que la justice italienne les a condamnés in absentia, les agents de terrain employés par la CIA ne peuvent plus désormais sortir des États-Unis sans risquer d'être arrêtés à leur tour. Leur territoire ressemble désormais à celui d'une banlieue aisée de Washington. Sabrina De Souza était l'assistante de Jeffrey Castelli à Rome, puis employée par le consulat américain du Milan. Au procès pour l'affaire Abu Omar, elle a été condamnée à 5 ans de réclusion. Elle a porté plainte contre le département d'État qui lui a interdit de quitter le territoire américain. Cette affaire est en cours d'instruction. À l'époque, je ne suivais pas vraiment Abu Omar ou ce genre de personnes. Je n'étais pas en relation avec la Digos. Ça ne faisait pas partie de mon travail. Pour Sabrina, la motivation était la même que celle qui conduit tant de gens à travailler pour le gouvernement américain ou pour n'importe quel autre gouvernement. Il s'agit de se dévouer pour son État. Le problème dans ce cas particulier, c'est que si vous vous êtes sacrifié pour le bien de votre pays, vous attendez de la reconnaissance en retour. C'est le résultat de ce que j'ai vu se produire pendant des années. Et c'est ce que je ne peux pas accepter dans cette affaire. Je ne peux pas dire ce que pensait Jeff Castelli à l'époque. Mais les gens qui le connaissaient me l'ont décrit comme quelqu'un d'ivre de pouvoir et qui aurait adoré tirer profit et gloire de la réussite de cette mission. Il se voyait déjà recevoir des compliments pour s'être si bien tiré d'une telle opération. Car à cette époque, kidnapper les gens, c'était le nouveau paradigme. Vous pensez rejoindre Al-Qaïda, parler de djihad, nous vous faisons disparaître. Et au final, pas un seul rapport n'a été rédigé à partir des interrogatoires d'Abu Omar en Égypte. Pas un seul. Pas un seul bout de papier ou document n'a été classé ou envoyé au QG. La CIA n'a rien appris de nouveau, rien qu'elle ne savait déjà sur Abu Omar. Dans une guerre, on commet des erreurs. Nous nous mentons à nous-mêmes lorsque nous prétendons être dans notre bon droit dans ce jeu de gendarmes et de voleurs. Nous sommes engagés dans une vraie guerre. Et lors de chaque guerre, des erreurs sont commises. Peut-être qu'Abu Omar était simplement une erreur. C'est violent, mais ce sont des choses qui arrivent en temps de guerre. Je pense que côté américain, il y avait du désespoir, parce que l'administration n'avait rien de mieux que le programme Rendition à ce moment-là. On pouvait pourchasser n'importe qui. Et une des choses dont le programme a souffert, c'est qu'on a ciblé des personnes de moins en moins importantes dans la hiérarchie d'Al-Qaïda. Et je pense que cela a conduit à faire enlever des personnes qui n'auraient peut-être pas dû l'être. Les agents en place à Rome et à Milan se sont un jour réveillés en se demandant « Qui pouvons-nous arrêter aujourd'hui ?» C'est un long processus que d'arrêter quelqu'un. Et si c'est un pays de l'OTAN, cela nécessite plein d'autorisations. Au niveau du Conseil de sécurité nationale, que dirigeait Condoleezza Rice à l'époque, de George Tenet, qui était le chef de la CIA, de Colin Powell, je crois que c'est Colin Powell qui était alors au département d'État. Donc il fallait l'aval de toutes ces organisations, et des forces militaires bien sûr, car Abu Omar a transité par Ramstein. Mais également l'approbation du gouvernement égyptien et du chef des services secrets en Égypte. Beaucoup de personnes sont donc impliquées dans le transfert d'Abu Omar en Égypte. La leçon retenue au sein de la CIA, c'est que plus l'erreur est grande, moins la sanction est lourde. On a le sentiment qu'il n'y a aucun compte à rendre, aucun risque encouru si l'on ment à sa hiérarchie.
Les petits employés comme moi ne comptent pas. Tout le monde s'en moque. Radio à Haute.